Nous sommes avec Joséphine Staron, on vous a déjà entendu, vous êtes directrice des études et des relations internationales au think tank Sinopia. Marc Semo est avec nous, journaliste spécialiste des questions internationales, vous collaborez au Monde, à Challenge. Christian Macarian, bienvenue à vous, vous êtes éditorialiste international au Point et à Radio Classique. Nous avons collaboré ensemble à une époque, vous vous en souvenez, cher Christian? Bon, parfait. François Hesbourg, bienvenue, bonsoir à vous, cher François, conseiller à la Fondation pour la recherche stratégique. Très heureux de vous avoir tous les quatre, puisque, je le disais, nous sommes dans un moment de tension maximale. Au fond, les choses s'accélèrent à nouveau. Aujourd'hui, je parle de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le président Donald Trump s'impatiente. Un plan de paix a été mis sur la table. Problème, ce plan de paix, il implique la reconnaissance de l'annexion de la Crimée par la Russie, entre autres. Ce plan de paix, Volodymyr Zelensky a dit non. Non merci. Et il y a quelques minutes seulement, Donald Trump a réagi sur son réseau social avec des propos incendiaires à l'encontre du président ukrainien, dont il considère qu'il n'a aucune carte à jouer et qu'il devrait, au contraire de ce refus, passer à l'action. Ce sont les indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bon, alors il devait aujourd'hui normalement se tenir un grand sommet ministériel à Londres et finalement c'est un flop. Oui, premier couac, Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, annule purement et simplement son déplacement et les mauvaises nouvelles s'enchaînent. La grande réunion qui devait se tenir avec les ministres européens, annulée elle aussi. Ni Jean-Noël Barrot pour la France, ni Annalena Baerbock pour l'Allemagne n'ont fait le déplacement non plus. Résultat, ce qui devait être une réunion ministérielle s'est transformé en une réunion de conseillers, à minima, avec autour de la table, côté américain, un seul homme, Keith Kellogg, l'émissaire pour l'Ukraine, qui ces dernières semaines était passé au second rang. Pour la délégation française, Emmanuel Bonne, le conseiller d'Emmanuel Macron, et Frédéric Mondoloni du Quai d'Orsay, un haut diplomate. Pour l'Allemagne, Jens Plotner, le conseiller à la sécurité nationale. Seul entretien bilatéral au niveau ministériel, les Anglais et les Ukrainiens. Un déclencheur à tout cela, le refus catégorique de Zelensky de répondre favorablement à la reconnaissance de la Crimée russe, demandée par Washington. Écoutez-le hier soir. Україна не визнає юридично окупацію Криму. Ми маємо про що говорити. Це наша територія. Територія народу України. Тому що як тільки ми починаємо говорити про Крим, про наші суверенні території тощо, ми заходимо в формат, якого і хоче Росія, затягування війни. Volodymyr Zelensky rejette non seulement la reconnaissance de la Crimée, mais aussi l'abandon des territoires occupés actuellement. Or, le plan de paix final prévoit tous ces renoncements. Vous nous direz dans un instant en détail la réponse au vitriol de Donald Trump à ce refus que nous venons d'entendre de Volodymyr Zelensky. Mais d'abord, Lucille, ce fameux plan, que dit-il précisément ? Eh bien, récapitulons. Pour la Russie, une longue liste d'avantages. La reconnaissance des 4 oblasts déjà conquis, plus la Crimée. Ajoutez à cela la levée des sanctions et la promesse d'une reprise des relations économiques. Tous ces points, Moscou en avait fait des exigences. Côté Ukraine, le plan est beaucoup plus amer. Pas de mention claire des fameuses garanties de sécurité. Aux dernières nouvelles, la participation des États-Unis n'y figure pas. L'adhésion à l'OTAN, oublié. En revanche, 3 points seraient de nature à satisfaire Kiev et encore ils sont évoqués de façon imprécise. La liberté de navigation sur le Dniepr, mais c'est une concession à la marge. L'idée d'une entrée dans l'Union européenne, mais de toute évidence, cela prendra des années. Et une reconstruction du pays, financée par qui ? Comment ? Ça n'est pas mentionné non plus. Et donc, je le disais en introduction de cette émission, il y a quelques minutes, la colère de Donald Trump après le refus de Volodymyr Zelensky, en particulier sur cette notion de reconnaissance de l'annexion de l'Ukraine. Oui, Donald Trump vient de réagir aux propos de Volodymyr Zelensky sur la Crimée et avec une incroyable violence. Le président ukrainien se vante. L'Ukraine ne reconnaîtra pas la Crimée. C'est très préjudiciable car la Crimée a été perdue il y a des années. Si Volodymyr Zelensky veut la Crimée, pourquoi ne s'est-il pas battu pour elle ? Et il conclut, vous allez le voir, ce sont des déclarations incendiaires comme celle de Zelensky qui rendent
si difficile le règlement de cette guerre. Merci beaucoup, Lucille. J'ajoute que Donald Trump parle de Volodymyr Zelensky. Souvenez-vous, il l'avait qualifié de dictateur il y a quelques semaines, mais là il dit c'est un homme qui n'a aucune carte en main. Aucune carte en main et qui devrait passer à l'action. François Hesbourg, votre première réaction à ce déroulé des événements? La première réaction, c'est évidemment, comme toujours chez Trump, ça commence par un mensonge. Zelensky n'était pas président lorsque la Russie a conquis l'Ukraine. La Crimée. La Crimée, pardon. Il n'y est rigoureusement pour rien. Mais il accuse Zelensky d'être ceci et cela. Et sur le fond, il y a reconnaissance et reconnaissance. La reconnaissance que les Américains veulent imposer, comme le souhaitent les Russes, c'est la reconnaissance de droit, des jurés, on dit en mauvais latin. Et c'est totalement inacceptable pour l'Ukraine, puisqu'en droit international, la Russie avait reconnu le fait que la Crimée faisait partie de l'Ukraine dès 1991, et ça n'a pas changé jusqu'à 2014. Et par rapport à son opinion publique, il y a zéro chance pour qu'il survive politiquement si il accepte. Une reconnaissance de facto, de fait, c'est autre chose. Exemple pratique, il faut toujours être pratique dans ces affaires. Et lorsque les Soviétiques ont occupé et envahi les États baltes, il y a 80 ans, aucun État occidental, en dehors de la Suède, je crois, n'avait reconnu de droit, jusqu'à la fin de l'Empire soviétique, l'annexion des États baltes. On l'avait reconnu de fait. Mais lorsque la roue de l'histoire a tourné, et elle tourne toujours, la roue de l'histoire, le fait que nous n'avions pas reconnu l'annexion a grandement facilité les choses en 1990-91, lors de l'effondrement et sur cette affaire, ce n'est pas que Zelensky qui va dire non, c'est bien sûr l'ensemble des Européens, du moins jusqu'à présent. Même la Chine n'a pas reconnu en droit l'annexion de la Crimée. Elle va peut-être changer d'avis maintenant, encore que c'est pas évident parce que ça pose un précédent par rapport au Tibet, par rapport au Xinjiang. Sur la Crimée en tant que telle, je ne vous cache pas que nous avons développé en longueur le sujet de la reconnaissance hier, mais là, il devient très chaud, bien sûr, mais il faut que nous avancions sur le moment où nous sommes. On sent que les choses peuvent basculer. Christian Macarian, est-ce que vous avez le sentiment que nous sommes à un moment où, en réalité, les tentatives de paix vont échouer? Donald Trump vient de franchir un nouveau cran très significatif, c'est-à-dire de désigner Zelensky ad hominem, personnellement, ce qui est exactement le vœu le plus cher, le plus profond, le plus sincère de Vladimir Poutine, qui exècre Volodymyr Zelensky. Et tant que Volodymyr Zelensky sera en poste, il sera le témoin de l'échec de la première phase de l'opération russe qui consistait à prendre Kiev. Et la Russie a échoué. Donc Zelensky est, pour Poutine, une sorte d'épouvantail. Il veut l'éliminer. Et c'est ce qu'il appelle la dénazification. Liquider derrière Zelensky toute l'élite ukrainienne pro-indépendante, pro-occidentale. Donc il y a un projet poutinien qui, via M. Witkoff, est passé dans l'oreille ou dans le canal auriculaire de M. Donald Trump et M. Trump en a fait sa propre thèse. Et ce soir, c'est extrêmement choquant. Donc on a... L'intervalle de l'altercation dans le bureau ovale n'a pas suffi. Là, c'est vraiment au monde entier que ça s'adresse. Il veut mettre la tête de Zelensky sous l'eau. Donc si je résume, on a un plan de paix ultra favorable aux Russes, d'une part, et un président américain qui vilipende Volodymyr Zelensky à nouveau, Marc. Oui, alors ce n'est même pas un plan de paix à ce niveau-là, c'est quasiment un acte de capitulation pour l'Ukraine. Mais surtout, ce qui est extrêmement significatif, c'est à quel point Donald Trump, via Witkoff, reprend totalement à son compte le narratif russe. D'où l'importance symbolique de la Crimée. Pour Vladimir Poutine, le seul trophée qu'il pourrait arborer le 9 mai prochain,
grande fête commémorant la victoire dans la Grande Guerre patriotique, serait effectivement de dire, voilà, il y a un plan qui reconnaît, première puissance du monde, reconnaît la souveraineté de la Russie sur la Crimée. Ce qui est symboliquement pour lui très important. Parce qu'effectivement, la Crimée appartenait à la Russie, avait été donnée par Khrouchtchev à l'Ukraine en 54, je crois que c'est 56. Voilà. Mais donc il y a cette symbolique de la Crimée russe, au point que Poutine, d'ailleurs, est arrivé au fait de sa popularité, la réelle, quand en 2014 il avait annexé la Crimée. Je rappelle qu'aujourd'hui, Marc, je vous laisse poursuivre, simplement rappeler qu'aujourd'hui la Crimée russe est reconnue par la Biélorussie, État vassal. Non, la Syrie de Bachar el-Assad avait reconnu. Oui, mais c'est fini. La Corée du Nord. Le Venezuela. Et le Venezuela. Voilà. Et le Nicaragua. Donc ça voudrait dire que les États-Unis viendraient s'ajouter à cette liste que nous venons d'établir. Bon. Voilà, donc c'est fascinant de voir à quel point Donald Trump a repris ce narratif, et on est effectivement dans quelque chose qui ressemble à une espèce de vision du monde, voire d'idéologie trumpo-poutinienne, avec la cohérence, et je terminerai là-dessus, voilà, si vous reconnaissez l'annexion de la Crimée, qui est la première annexion par la force d'un territoire en Europe depuis 1945, pourquoi ne pas, dans la même cohérence, ne pas reconnaître l'annexion du Groenland ou celle du Canada? Et là, on voit que ça converge, parce que le vrai problème pour les États-Unis n'est pas l'Ukraine, qui pour eux est une crise périphérique, mais la normalisation globale des relations avec la Russie de Vladimir Poutine. Joséphine. Oui, je dirais même que la Crimée, c'est un détail pour Donald Trump. Ce dont a besoin Donald Trump aujourd'hui, c'est d'arriver devant ses électeurs en disant « Vous voyez, je vous l'avais promis, j'ai réglé ce problème que ces nains géopolitiques n'arrivaient pas à régler seuls. Moi, ça y est, j'ai fait mon job. Maintenant, sujet suivant. » C'est ça l'objectif de Vladimir Poutine. Donc, de Donald Trump. Oui. Excusez-moi. La Crimée, pour lui, il ne comprend même pas pourquoi c'est un enjeu, d'autant plus que le droit international, le respect du droit international n'est pas dans le logiciel de pensée et d'action de Donald Trump. Donc à partir de ce moment-là, pour lui, c'est évident que cette demande de Vladimir Poutine de reconnaître la Crimée, elle n'est pas particulièrement choquante. Mais il va dans le mur. Trump. Là, il va dans le mur. Alors, il va dans le mur. Attendez, il y a quand même plusieurs scénarios possibles. Alors, allons-y. Le premier scénario, c'est effectivement que les négociations de paix n'aillent pas plus loin qu'elles ont été en janvier, parce qu'on dit que tout est nouveau, c'est pas si nouveau que ça. On est dans le même cas de figure exactement que janvier-février, lorsqu'on pensait que cette paix allait arriver aussi en 2-3 jours. C'est pas un plan de paix, c'est un plan de reddition partielle, tout simplement. Donc, pour ça, Volodymyr Zelensky ne peut pas l'accepter. Donc le scénario le plus probable, c'est qu'effectivement, il n'y ait pas de plan de paix, ni même de cessez-le-feu dans les semaines ou les jours qui viennent. Ça paraît totalement improbable si on en croit le plan de paix proposé par Donald Trump. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est un contre-plan de paix. Une contre-proposition qui viendrait cette fois-ci du camp européen, ce qu'on attend désespérément depuis des mois et des mois. Cette fameuse coalition des volontaires, pour l'instant, propose un projet, un plan, une fois qu'une paix éventuelle serait signée, mais n'a pas vraiment indiqué de plan de paix alternatif ou de plan de reddition alternatif à celui de Donald Trump. Ce qui irait dans le sens, Joséphine, des menaces qui ont été émises à la fois par Marco Rubio, par J.D. Vance, aussi aujourd'hui d'ailleurs, J.D. Vance, sur l'idée de dire si ce plan n'est pas pris, on s'en lave les mains. Eh bien, nous retirons la méthode Ponce-Pilate, François Hesbaud. Alors, si on se livre au jeu des prévisions, ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, la première chose, c'est que la guerre continue. Ça, c'est vraiment c'est la ligne de résultat fondamentale. Pour l'instant, et je crois que les gens n'en ont pas tout à fait conscience, parce que l'automne avait été très dur en Ukraine, et ça se passe plutôt bien pour les Ukrainiens sur le terrain. C'est pour diverses raisons, ça prendrait un peu trop de temps pour développer, mais du point de vue militaire, pour les Ukrainiens, en ce moment, c'est plutôt meilleur que ça ne l'était il y a 5-6 mois. Et là, les Européens vont devoir décider s'ils vont remplacer les Américains dans l'aide militaire à l'Ukraine, qui va probablement être arrêté tout simplement parce qu'il n'y aura pas de nouvelles demandes de l'exécutif américain vers le Congrès pour avoir de nouveaux crédits. C'était une question que je voulais vous poser justement, François. On est bien d'accord que vous mettez un signe égal entre retrait des négociations et arrêt de l'aide.
Ah, du côté américain, oui. Du côté américain. Du côté américain. C'est signe égal. Ça nous, entre guillemets, ça ne coûte rien pour Trump de ne rien demander au Congrès. C'est comme diraient les informaticiens, c'est le mode défaut. C'est ce qu'il y a de plus simple. Et là, les Européens vont devoir décider, est-ce qu'on remplace l'aide américaine? Ça coûterait de l'ordre de 30 milliards d'euros par an. C'est beaucoup, mais c'est beaucoup moins que le coût des augmentations du budget de la défense qu'on serait obligé de se payer si l'Ukraine devait rendre les armes. Parce qu'il y a quand même ça qui pourrait arriver au bout de la séquence. La deuxième chose qui peut fort bien se passer, c'est que Trump, ne voulant pas passer pour quelqu'un qui ne sait pas négocier un bon deal, il se retire, il fasse ce que Rubio et Vance ont dit, c'est-à-dire il se retire de la table, comme il s'était retiré de la table pendant son premier mandat lors des négociations avec les Coréens du Nord, et il dit grosso modo, c'est une guerre européenne, que les Européens se débrouillent, et là je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure, il va falloir qu'on se débrouille, oui. Et les Américains ne reconnaissent pas, oui. dans ce schéma-là, les Américains ne reconnaissent pas l'annexion de la Crimée, qui les mettrait quand même effectivement dans un drôle de groupe de pays. Être réduit au rang du Burkina Faso ou du Nicaragua, c'est un peu compliqué même pour Trump. François, pour que nous avancions, vous évoquez évidemment cette possibilité d'un retrait des Américains qui disent bon, puisque c'est comme ça, nous on s'en lave les mains. Christian, est-ce que un tel retrait ne serait pas un revers politique très dur pour Donald Trump, une promesse de campagne non tenue puisqu'il devait arriver au pouvoir et en 24 heures régler le conflit? Oui, il a encore dit il y a quelques jours qu'il était persuadé qu'un accord interviendrait dans la semaine. Tout à fait. Cette semaine-ci. Donc, ne comptabilisons plus ces rodomontades, on perd du temps. Oublions ça. Retenons juste une chose. Il y a une obligation de résultat pour l'administration Trump, quoi que l'on dise, parce qu'il faut élargir la focale. La normalisation avec la Russie qu'évoquait Marc Semo tout à l'heure, ça concerne d'autres dossiers sur lesquels les États-Unis pourraient avoir paradoxalement de meilleurs succès. Je pense en premier lieu à l'Iran. Il se trouve que la négociation avec l'Iran, les Russes ont très habilement mis le pied dedans. Ils sont partie prenante. Le président russe Vladimir Poutine a reçu le sultan d'Oman pas plus tard qu'hier. Il a reçu aussi le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, qui est le négociateur d'une grande finesse, d'ailleurs, qui est le négociateur pour ce qui est de l'Iran d'un nouvel accord. Alors il y a un paradoxe à voir. M. Trump, qui a rayé d'un trait de plume le JCPOA, l'accord de 2015 qui avait réduit quand même les ambitions iraniennes sous Obama, il l'a supprimé et là il essaie d'en instituer un autre. Bon, passons sur ce détail. Toujours est-il que, pour faire clair, M. Trump a besoin de Vladimir Poutine, mais un besoin absolument urgent pour conclure un deal avec l'Iran. Et Trump est très avancé dans ce domaine. Il aurait obtenu des garanties des Israéliens qui se seraient engagés à ne pas bombarder de façon intempestive. Et en échange, il faut qu'il obtienne un accord. Un donnant-donnant, on comprend votre raisonnement, cher Poutine Christian. peut l'aider objectivement, car l'Iran est évidemment un complice de la Russie dans la guerre d'Ukraine. Je nous ramène sur ce qui est aujourd'hui au cœur du blocage, c'est-à-dire la question de la Crimée. Marc, j'essaye, peut-être peut-on essayer de penser un peu en dehors de nous-mêmes. Donc, je prends des précautions, mais est-ce que tout est à jeter dans l'idée d'une reconnaissance? Tout à l'heure, François Hesbourg, vous nous disiez, on peut faire la différence entre reconnaissance de droit, reconnaissance de fait. C'est inimaginable. C'est impensable. Ce serait une erreur historique que d'aller dans cette direction-là pour aller obtenir un accord de paix. Voilà, la question est posée. Avant la grande offensive agression de février 2022, implicitement, la plupart des capitales européennes, y compris Paris, laissaient entendre que la Crimée, elle redeviendrait jamais ukrainienne, n'importe comment, c'était pas vraiment une terre ukrainienne. Ce qui, par ailleurs, effectivement, à l'origine, c'était tatar, ensuite c'est devenu russe.
mais que, voilà, les choses étant ce qu'elles sont, il fallait trouver un compromis. Depuis la guerre de février 2022, le nombre de morts, la Russie qui viole absolument tous les traités dont elle est elle-même signataire, la question se pose dans des termes différents. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que la Crimée était un terrible précédent. C'était effectivement la première annexion par la force d'un territoire. Alors les Russes disent il y a eu le Kosovo, mais ça n'a rien à voir. Le Kosovo n'a pas été annexé par la force par l'Albanie. Le Kosovo a lutté pour son indépendance. Elle a été ensuite reconnue après un référendum qui était incontestable, organisé sous l'échelle, sous l'égide des Nations Unies. Ensuite, il y a une lente transition avec les Nations Unies et tout. Donc c'est incontestable. Le problème de la Crimée, c'est que c'était une affaire illégale de A à Z. Le référendum était bidon. Les petits hommes verts qui se sont saisis de la péninsule étaient des soldats russes déguisés, etc., etc. Donc, ce serait une défaite du droit et un terrible précédent en Europe que de reconnaître ça. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que derrière la Crimée, il y a beaucoup d'autres réalités en Europe où on pourrait avoir envie de changer les frontières. Et je rappellerai pour conclure juste une chose, le continent où les frontières ont le plus bougé dans le monde, depuis 100 ans, ce n'est pas l'Afrique, ce n'est pas l'Asie, mais c'est l'Europe. Ça a été les 2 guerres mondiales, ça a été la chute du mur de Berlin, bien sûr. Mais il y a cette réalité des frontières qui en Europe ont beaucoup bougé. Joséphine, encore un mot là-dessus ? Oui, simplement, effectivement, reconnaître la Crimée de droit, ça créerait un précédent dans le droit international. En fait, finalement, ça mettrait à bas toutes les règles du droit international sur lesquelles on se repose, nous, en tant qu'État, notamment démocratique, pour nous défendre. Et peut-être que ce précédent ne dérangerait pas tant que ça Donald Trump, ça a été dit avant, pour ses propres velléités expansionnistes sur d'autres territoires. Donc il faut avoir ça en tête aussi. Est-ce que c'est simplement parce que Donald Trump se fiche totalement de ce territoire-là, ou est-ce qu'il a conscience qu'en créant ce précédent, finalement, il servira peut-être des intérêts futurs, proches ou lointains ? C'est une question à se poser. Alors, je passe sur un autre front, c'est celui de la guerre commerciale. Merci beaucoup Marc Semo d'avoir été mon invité